Bonjour tout le monde et bienvenue sur CEDH France pour une nouvelle vidéo où on va parler de Army of the Dead Tide. Et aujourd'hui, spécialement pour nous, on a Clara qui vient de jouer ça hier au Hall of Gemstone, le tournoi à Paris. Bonjour Clara, est-ce que tu peux nous dire comment tu vas et est-ce que tu peux nous dire deux mots sur toi? Eh bien, ça va, je passais à la base j'étais parisienne, je passais rapidement à Paris pour le tournoi. Là, c'est plutôt chouette. Ça me fait une bonne occasion de faire du CEDH parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans ma ville actuelle. À l'origine, moi, je joue pas à Magic depuis très longtemps. Les gens jouaient quand j'étais jeune à l'université, mais c'était pas trop mon truc à l'époque. Et du coup, je m'y suis mise il y a 4 ans, je crois, euh, euh, avec la sortie de Baldur's Gate, parce que j'étais fan de Baldur's Gate. Oh, Ah ouais, je suis game designer, donc j'ai fait plein de trucs. J'adore brood des decks, c'est un peu ça mon délire. Je me suis mis au CEDH il y a seulement 6 mois. J'ai fait beaucoup de formats de Magic. Je faisais beaucoup de limités pendant longtemps. ah, J'ai aussi apparemment fait t'as du une Commander réputation. Casu. Et, euh, et voilà, donc le CEDH, c'est assez récent, mais quand je me mets sur un format, j'ai envie de pouvoir brew le format. Et pour brew un format dans un jeu comme Magic, surtout un format Eternal, enfin un format qui accepte autant de cartes possibles, il faut, pour avoir un impact dans son groupe, pour comprendre les tenants et les aboutissants du format, il faut poncer des dizaines de milliers de cartes. Et du coup, ça prend du temps, quoi. C'est Donc clair. j'ai passé beaucoup de temps à Brou, à apprendre le pool de cartes de l'EDH de zéro. C'était vachement chouette. Et là, je commence depuis peut-être 2-3 mois à faire des brews qui ont vraiment un sens, quoi, à avoir une maîtrise du format. Mais pendant un moment, c'est vrai qu'on part de loin parce qu'il y a tellement de cartes que. Exactement, un format éternel à chaque fois. Alors justement, le plot de la vidéo, c'est que pour ce tournoi, pour cette decklist deck tech, t'avais une stratégie. Pour moi, un truc dont je me plains beaucoup, que ce soit quand je coach des entreprises ou quand on parle d'eggling dans le format, c'est que la plupart des gens savent pas ce qu'est une stratégie et potentiellement ils vont confondre avoir des objectifs, avoir une vision et avoir une stratégie. Donc justement, avoir une stratégie, le principe c'est que tu veux gagner dans un certain champ de bataille, ça vient de la stratégie militaire à la base. Donc toi, tu veux gagner un tournoi de CEDH, ton champ de bataille, c'est le metagame que tu attends à ce tournoi de CEDH. Et la manière dont le principe de la stratégie, c'est d'avoir une analyse de ton metagame, d'en ressortir là-dessus des angles stratégiques, des opportunités clés que tu vas essayer de prendre pour dominer sur ton metagame. Et ça, c'est exactement ce que tu as fait avec ce deck. Donc je suis assez hypé de pouvoir te laisser en parler justement. Quelle a été ta démarche et ton analyse stratégique? Ouais, c'est assez marrant parce que moi j'adore Brew, mais c'est vrai que mes decks précédents c'était plutôt parce que j'avais envie de jouer des jolies cartes avec des meubles dessus. Mais celui-là, ça vient d'une discussion sur le Discord où les gens se sont mis à discuter. C'est comment est-ce qu'on évolue dans cette méta en particulier et dans une méta qui est dominée par Blue Farm, quoi, qui est quand même un deck qui vraiment domine vraiment le format, quoi, qui est un format qui est devenu quand même vachement mid-range et qui a des spécificités quand on parle du CEDH aux gens qui ne sont pas forcément dans le format CEDH. Il y a des trucs qu'ils ne comprennent pas du tout, quoi. Même en DC, évidemment, enfin, forcément, bien sûr, hein, parce qu'on parle d'un format 1v1, un format à 4 joueurs. Et typiquement, le CDH, ça a des spécificités, et les decks qui dominent, ils ont des spécificités. Et donc, on a eu le débat sur le Discord qui était Blue Farm, ça sait tout faire et ça a pas de faille. En fait, moi, quand j'entends ça en tant que game designer, je ne peux pas être d'accord parce que euh, même si un deck est neutre, le plus neutre possible, le plus touche à tout possible, euh, le plus souvent, quand même, il y a quand même un angle spécifique sur lequel on peut l'attaquer. Et donc, le premier truc auquel j'ai réfléchi, la base du débat, c'était genre où j'ai dit, en fait, si tu sais que tu vas être 100% à l'étape 3 Blue Farm, tu peux juste construire un deck contre Blue Farm. Et au débat, c'était non, c'est possible, pas possible de construire un deck contre Blue Farm. Oui, c'est possible. Et du coup, la première ligne d'analyse, c'est si on veut construire un deck contre Blue Farm, qu'est-ce qu'on fait? On repère les faiblesses de Blue Farm. Il n'y a aucun deck qui n'a pas de faiblesse, même un deck vachement polyvalent comme Blue Farm. Et donc, moi, les faiblesses de Blue Farm que j'ai repérées quand j'ai commencé à réfléchir à la question, c'était un peu le défi à l'origine. Moi, c'était pas trop mon truc, mais le défi m'a fait rire. Et du coup, je me suis dit, c'est quoi les faiblesses de Blue Farm? Pour moi, les faiblesses de Blue Farm principales, il y en a deux, je dirais, que je vois. Des faiblesses, des premières faiblesses, il y en a deux. La première faiblesse, c'est que le nombre de cartes qui peuvent clore une game dans Blue Farm sont pas si nombreuses.
Il y a des decks qui peuvent clore avec pas mal de cartes différentes, sous pas mal d'angles différents, mais Blue Farm, ça dédie beaucoup de slots à générer de la value, et donc ça a peu de slots pour clore la game. Donc les slots en question, généralement, c'est évidemment Toracle, Démonique Consultation, Tainted Pact. Ça va être Mnemonic Betrayal. Breach. Bon, il y a Breach, ouais. Et même si Breach, ça finit en fait souvent sur Toracle. Ouais, Et Wild donc des Freeze, mais fois, il y ouais. a des moments où, des fois, il y a des moments en fait où tu breach, mais si t'as pas Toracle derrière, tu brain freeze les gens éventuellement et tu es en mode genre bon j'espère que les meulés à zéro ça va suffire. Enfin, il peut voilà ça en fait c'est donc c'est un mais par contre c'est un deck qui repose quand même énormément sur la pioche. Ça pioche, ça pioche, ça pioche, ça pioche. Et du coup donc ça c'est la première chose à noter, c'est le nombre limité, le fait que ça joue beaucoup sur la pioche, donc ça doit piocher, c'est triste, enfin, ça pioche pas, les deux commandants sont quand même là pour générer de la value sur la pioche. Et la deuxième faiblesse, c'est que ça a peu de win-con. Et ensuite, il y a les spécificités du CEDH, qui sont aussi du coup des spécificités de Blue Farm, qui étonnent souvent les gens dans d'autres formats, qui sont on joue assez peu de gestion dans Blue Farm. Il y a du removal, du vol de créatures, mais du contre de créatures, il y en a finalement assez peu. Il y a Force of Will, voilà, il y a un ou deux contre qui ont contré des créatures, mais pas tant que ça, quoi. Les staples, les contre-staples du format, c'est des contres qui font des non-créatures. Et il n'y a pas non plus de stifle ou très peu. Il y a Trickbind qui est joué très rarement, mais quand même très peu, quoi. Et du coup, le Blue Farm, si on lui pose une créature avec un ETB qui l'embête, il n'a pas énormément de réponses. Et Yes. donc, en cherchant dans cet angle-là, je suis tombé sur une carte. Alors, je suis tombé sur plein de cartes en réalité qui étaient intéressantes, mais notamment toutes les cartes qui vont cibler. Au début, j'ai commencé en me disant les cartes qui vont cibler les win-con dans les bibliothèques. Donc, j'ai pensé à Bitter Ordeal, par exemple, qui est pour le coup qui a failli être dans la decklist finale parce que le fait que ça ait Gravestorm, ça peut être intéressant. Il y a Tasha's Hideous Lofter qui a été conseillé par Emilien du Discord, que je trouve extraordinaire. Mais moi, celle qui m'a fait dire, ah bah là, on a le truc qui met ta call, c'est Doomsday Cruciator. Doomsday Cruciator, c'est joué dans d'autres formats. C'est 6 mana noirs, c'est un démon, 6 mana noirs. Quand il ETB, tous les joueurs, y compris son contrôleur, exilent leur bibliothèque, à l'exception des 6 cartes du dessous. Elles sont exilées face cachée et débrouillez-vous avec ça. Voilà. Et ça coûte 6 et il Euh, faut l'avoir casté. 6 noirs en plus. C'est ça. Il faut 6 noirs, il faut le caster avec 6 noirs. C'est ça les conditions. Et donc, effectivement, la carte casse Blue Farm. Elle casse aussi, si elle résout, à vrai dire, la très grande majorité des decks du format. Ouais, clairement. Parce que le CEDH est fait de telle façon que c'est très dur de résister, de jouer avec 6 cartes de bibliothèque. On joue beaucoup de draw et de tutor, donc c'est pas un format où on survit avec 6 cartes dans la bibliothèque, où on fait quelque chose. Mais par contre, il faut résoudre. Donc l'énigme ensuite, c'était premièrement faire un deck qui peut cast Doomsday Cruciator suffisamment rapidement et de façon impactante, sans se faire contrer. Deuxièmement, donc soit parce qu'il est rapide, soit parce que pour une raison ou pour une autre, il n'y a pas de possibilité de contre. Deuxièmement, clore la game après ça, parce que caster Doomsday et ne pas clore la game derrière, ça ne sert à rien. Donc ça, c'est le deuxième point de Doomsday. Et ensuite, le troisième point, c'est avoir un deck qui fait autre chose à part Doomsday. Parce que si on compte ton Doomsday et que pour une raison ou pour une autre, il se fait exiler ou je ne sais quelle raison et qu'il n'y a plus Doomsday dans le deck, si ton deck ne peut pas du tout gagner ou s'il devient complètement, plus qu'anecdotique, c'est peut-être pas un bon deck, en fait. Hein. Et enfin, le dernier point que je dirais, c'est que il y a en CDH, et comme dans d'autres formats, ce qu'on appelle le Brewer's Advantage, qui est le fait d'avoir un avantage parce qu'on a fait quelque chose de différent. Moi, mon objectif avec ce deck, c'était pas de gagner avec du Brewer's Advantage, parce que gagner avec du Brewer's Advantage, on peut faire ça avec énormément de trucs. Quand les gens ne savent pas ce qu'il y a dans ton deck, souvent, et si ton deck a été fait de telle façon que voilà, c'est pas très compliqué de gagner avec le Brewer's Advantage. L'objectif avec le deck, c'est de se dire, ok, j'ai envie de gagner avec ce deck, mais j'ai aussi envie qu'une fois que les gens connaissent la tech,
ça gagne encore. Voilà. Donc il fallait réfléchir à comment faire en sorte que le deck gagne aussi si les gens savent ce que ça fait, quoi. Voilà un peu les raisonnements que j'avais quand je me suis lancé là-dedans. Et ensuite, peut-être rapidement sur du coup la façon dont ça s'est passé. En gros, au tout début, j'étais en mode à l'idée de faire un truc un peu rigolo. J'étais parti sur Geleva, c'était le premier truc auquel j'ai pensé. C'était Grixis, LETB, elle exile 4 cartes de chaque joueur. Très rapidement, je me suis rendu compte que c'était une stratégie qui avait plein de trous. Et du coup, j'ai un peu tourné autour de plein de couleurs, avec évidemment toujours le noir, mais j'ai essayé plein de couleurs dans la Color Identity. En ce moment, je suis sur Araomi. Je pense pas que ça va continuer, mais j'ai testé plusieurs commandants et il fallait que j'en choisisse un juste avant le tournoi. J'ai changé le jour d'avant le tournoi. Juste avant, j'étais sur Muldrota. Mais c'est encore du gros work in progress, quoi. Mais pour l'instant, Ok. je suis sur Araomi. Alors justement, Aromi, c'est pour un incolore, un bleu, un noir, une 1/4 Merfolk Wizard. Elle s'engage et on exile des cartes de notre cimetière égal au nombre d'adversaires, donc généralement 3, pour donner à la créature ciblée de notre cimetière l'encore jusqu'à la fin du tour. Le coût d'encore est égal au coût de mana de la carte. Et le principe de l'encore, c'est que on exile la carte de créature depuis notre cimetière, on paye son mana cost, on en fait une copie par adversaire qui seront obligés d'attaquer ce joueur ce tour-ci, elles ont la célérité. Et à notre prochaine étape de fin, on doit les sacrifier. Et ça, on doit l'activer en rituel. Ce qui signifie, pour faire plus simple, si je prends le Basal Scroll qui est dans ta liste, si je retire 3 cartes de ton cimetière, que je donne à ton Basal Scroll dans ton cimetière, l'encore, tu peux payer 2 noirs pour mettre... c'est pas un cast, c'est une capacité qui met 3 Basal Scroll en jeu, que tu peux chacun sacrifier en les engageant pour faire 2 mana noirs parce qu'ils ont la célérité, ce qui te donne 6 mana noirs. Donc tout ça, c'est le concept du deck. Est-ce que tu peux nous présenter ton deck ? Ouais, alors, globalement, par où commencer pour parler du deck? Ouais, globalement, en fait, donc le jour d'avant, j'étais sur Muldrota. Donc le commandant était vraiment, pour ce deck en particulier, d'habitude, souvent, je vais partir d'un commandant, puis je vais voir ce que je peux faire avec. Là, vraiment, je suis parti d'une stratégie, hein, d'un concept clé avec vraiment ce que je voulais avoir dans le deck. Mais je me suis dit, quel commandant qui fait ça mieux? La raison pour laquelle j'ai choisi Oraomi pour ce tournoi, je pense qu'à terme, ce ne sera pas Oraomi, mais c'était quand même intéressant sur ce tournoi, je pense. Il y a quand même un argument sur Oraomi, parce qu'Oraomi, elle fait 2 choses importantes dont le deck a besoin. Premièrement, elle fait facilement les 6 mana noirs et de façon surprenante. Enfin, surprenante plus ou moins, mais en tout cas, elle les fait de façon difficile à gérer. Le truc d'Oraomi, c'est qu'une fois qu'elle a donné encore à la créature, elle peut mourir. La créature, c'est en sorcerie, mais donner l'encore, c'est pas en sorcerie. Et effectivement, elle permet de jouer avec toutes les créatures du jeu qui te donnent du mana noir. Il y en a quand même pas mal. Ouais, Et je vois. surtout si ça a la célérité. Je vois Basal donc il y en a dans Sliver, le Basal deck. Scroll, Blood Pet, Blood Vassal, Soul Deviant Naste, Priest of Jix. Donc effectivement, Priest of Forgotten Gods, pas mal de choix effectivement. Ouais. Une que j'aime vraiment beaucoup, c'est Master of Dark Rites. Alors c'est un peu plus spécifique à jouer, mais elle fait quand même plein de trucs intéressants. Et elle fait direct 3 noirs. C'est aussi un très bon tour 1 en fait. Alors ça se dépense que pour des démons et des clérics, mais et je sais plus quoi d'autre, mais c'est quand même intéressant. Et donc ouais, grosso modo le deck le principe du deck, c'est que j'essaye d'avoir 6 noirs et de claquer Doomsday. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Araomi, elle a du coup 2 intérêts. C'est que premièrement, elle va faire ses 6 noirs quand même vachement, facilement, avec son encore, si on n'a pas réussi à les faire autrement. Idéalement, on préfère le faire sans Araomi, mais si on n'a pas réussi à les faire autrement, on peut le faire avec Araomi. Et derrière, elle peut aussi juste tuer les gens pour très peu cher en utilisant une des nombreuses cartes qui va meuler, qui sont souvent des cartes qui ne meulent pas beaucoup, mais si on leur donne encore, qui peuvent meuler énormément. Par exemple, la voleuse, alors je l'avais souvenue il y a 5 secondes. Thieves Guild La Enforcer. Thieves Guild Enforcer. Voilà, que j'aime beaucoup parce que je trouve cette carte très jolie. Et c'était un peu mon rêve de la jouer de façon optimisée. Et c'est vrai que la Thieves Guild, c'est un mana noir, et si on encore, ça meule tous les adversaires de 18, me semble-t-il, hein, puisqu'elles se voient les unes les autres. Yes. Donc chacune va meuler 6. Concrètement, il n'y a pas besoin généralement de meuler 18, c'est pas le sujet, mais ça veut aussi dire que si on en a que 2, c'est quand même suffisant. Donc de base, par tu exemple, sur un vas... adversaire qui est mort, par exemple. Ouais. Donc tu vas caster ton Doomsday, tout le monde a 6 de bibliothèque, tu reprends ton tour, tu meules tout le monde de son deck, et tu es la personne qui peut encore draw, les autres vont mourir à la meule.
Voilà, alors après, en vrai, l'idéal quand même, c'est-à-dire quand on est contre des decks compétitifs qui sont souvent des réponses à beaucoup de choses, avec beaucoup d'outils, donc on a rarement très envie de leur laisser un tour, surtout qu'évidemment, la moitié des decks du format jouent Tassas Oracle et de la pioche, donc si jamais ils l'ont en main, que j'ai pas réussi à leur retirer d'une façon ou d'une autre, ils peuvent aussi eux-mêmes essayer de gagner sur Tassa. Et donc la façon d'éviter ça, quand même, c'est pour être le plus protégé possible dans la win, c'est de Doomsday et ensuite immédiatement, avant même que les gens puissent prendre leur tour, de donner encore à une créature qui meule, qui coûte le moins cher possible, genre 1, puisqu'on est très tight en mana forcément, et de meuler immédiatement les gens de 6, pour que juste il n'y ait pas un tour d'après. En fait. Voilà. Clairement. Et donc oui, le deck utilise des outils divers et variés pour essayer d'une part de faire les 6 mana noirs et d'autre part d'enlever les win-cons des adversaires, si possible, pour éviter qu'eux-mêmes arrivent à profiter de Doomsday pour gagner. C'est pas arrivé dans le tournoi. J'ai résolu 2 Doomsday dans le tournoi. Il y en a un, j'ai gagné facilement derrière, et l'autre, et parce que j'étais protégé par des contres, mais il n'y a même pas eu il n'y a même pas pu y avoir de tentative. Et le deuxième, j'ai résolu Doomsday, mais on était au time et en draw parce que malheureusement, il n'y a même pas le temps de faire les tours après le Doomsday, donc j'ai pas eu le temps de gagner avec le Doomsday. Voilà. Ah, dommage. Voilà. Du coup, c'est un peu l'idée. Ensuite, l'idée, c'est de protéger bien sûr le plan de jeu, quoi. Et du coup, c'est un jeu, c'est un deck qui joue beaucoup de contres. La façon dont j'ai build personnellement, c'est que j'ai commencé. Généralement, je rentre les interactions en dernier. Dans ce deck-là, c'est ce que j'ai fait en tout cas. Pourquoi? Parce que c'est rarement des cartes qui vont avoir un sens en Goldfish. Enfin, on peut les regarder en Goldfish et se dire ah tiens, là tout de suite j'ai ça, c'est intéressant, je peux protéger, etc. Mais en Goldfish, généralement, on va plutôt essayer de voir quelles sont les cartes qui ont un impact. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Quelles sont les cartes qui ont un impact ou pas. Et donc, quand j'ai Goldfish au début, j'avais mis très peu de contres. J'ai Goldfish plusieurs heures. Et j'ai commencé à enlever toutes les cartes qui me semblaient ne pas avoir suffisamment d'impact et par les remplacer par des gestions. Et je finis avec un nombre assez correct de gestions. En vrai, le deck pourrait en avoir plus, je pense. Mais, Ok. Du coup, ça, c'est un conseil qu'on peut filer aux gens qui nous regardent. S'ils ont du mal à faire les cuts, commencez par retirer toute la gestion et goldfisher jusqu'à ce que vous sachiez ce qui permet le mieux en fait d'optimiser votre win. Notez tout ce qui vous a amené vers votre win, ce qui a fait vraiment la différence versus ce qui vous a collé à la main, ce qui n'a pas fait la différence. Et ça vous donne, vous pouvez même mettre des petits bâtons sur une feuille là-dessus, compter ce qui a le plus été impactant. Et ensuite, tout ce qui a le moins de bâtons, tout ce qui vous colle à la main, tout ce qui ne transitionne pas vers une victoire, vous le retirez et hop, c'est toutes les cartes que vous pouvez retirer de votre deck pour rentrer de l'interaction. Ouais, de rentrer de l'interaction et rentrer de la value aussi. Par exemple, des cartes comme. Alors, Miss Cremora était déjà dans la liste de départ. Nécropotence et Ristic, j'avais mes doutes. Je me doutais bien que j'allais les rentrer à un moment donné, surtout Ristic. Mais ça m'intéressait pas trop de Goldfish avec, concrètement, au début en tout cas. Même si c'est les pouvoirs que j'ai rentrés avant les interactions, bien sûr. Mais, et en fait, rapidement, je me suis rendu compte, je les ai d'autant plus rentrés que rapidement, en Goldfishant, je me suis rendu compte que j'avais besoin de génération de value pour quand je voyais que soit mes mains de départ n'étaient pas assez bonnes, soit simplement alors moi, ce que je fais quand je goldfish, en fait, c'est que, ok, je goldfish pour voir à quel tour je peux gagner, mais aussi je me fais des scénarios quand je goldfish. C'est-à-dire, je me dis, ok, là je fais ça. À partir de là, qu'est-ce qui se passe si mes adversaires ont ça, ou s'ils n'ont pas ça, ou s'ils ont ça, ou s'ils n'ont pas ça. Et souvent, quand je suis sur le point de gagner en goldfish, là je me dis, ok, et maintenant il y a un contre. Et je regarde où est-ce que je vais et combien de contres j'arrive encore à me maintenir, combien de plays j'arrive encore à trouver, de sorties j'arrive encore à trouver. Voilà. Et du coup, en étudiant un peu l'arbre des possibles dans mon goldfishing, j'ai naturellement rajouté plus de génération de value. Un des constats que j'ai eu sur Araomi et que j'avais déjà eu sur Muldrota, c'est que j'ai pas trouvé d'angle où le deck va assez vite. Au début, j'espérais vraiment pouvoir claquer mon Doomsday vite. J'ai pas vraiment trouvé d'angle où c'est satisfaisant, où j'arrive à avoir 6 noirs de façon satisfaisante à un tour inférieur à 4, quoi. Ok. Araomi, par exemple, produit les 6 noirs régulièrement au tour 3.
Si tout se passe bien, normalement, elle est produite au tour 3. Il y a moyen de Doomsday tour 3 avec Araomi, normalement, de façon relativement consistante. Mais souvent, ça va aussi être tour 4, quoi. Voilà. Pas toujours tour 3, c'est tour 4. Et du coup, bah, c'est long quand même. Ouais. Ça veut dire que quand tu es dans un format où tu as des Kinan, des Rocktrace, des Blue Farm, des Grixis Turbo, etc., qui peuvent te menacer dans les 3 premiers tours, tu as mine de rien 3 tours sur lesquels il faut espérer survivre là-dessus et avoir les moyens de survivre. C'est ça. Et du coup, à partir de ce constat-là, je me suis dit, bon, bah, le deck doit, de toute façon, le deck est là pour évoluer dans une méta mid-range. Donc, le deck doit quand même pouvoir avoir des outils en mid-range et aussi des outils pour survivre dans les premiers tours. Du coup, le tournoi était intéressant là-dessus. Ça m'a permis de voir un petit peu ce qui pêchait sur des tables un peu turbo et ce qui pêchait sur les tables mid-range. Bon, sans grand étonnement par rapport à la création du deck, le deck a clairement sauf erreur, c'est un peu rigolo, mais sauf erreur, j'ai eu 3 tables où j'étais contre des Blue Farm et 3 tables où j'étais contre des tables beaucoup moins mid-range et beaucoup plus agressives. Et contre les 3 tables Blue Farm, j'ai fait victoire draw-draw et contre les 3 tables pas Blue Farm, j'ai fait 3 défaites, quoi. Ça veut pas dire énormément de choses dans le sens où, bon, un tournoi, c'est un tournoi, c'est pas, voilà. Mais c'est intéressant parce que ça montre bien que là, dans son état actuel, en tout cas, le deck évolue bien contre les Blue Farms, ce qui était son objectif. Et contre les midrange, mais dès que ça va un peu vite, ça devient compliqué, quoi. Yes, l'objectif, le test, c'était à quel point est-ce que ce deck arrive à gérer les Blue Farms. Et effectivement, tout l'enjeu, c'était, bah tiens, imaginons on fait des parties face à 3 Blue Farms, est-ce que mon deck arrive à surnager là-dessus? Et pour l'instant, il y a des indices qui sont un petit peu en cette faveur, mais c'est pas suffisant pour conclure. Ce serait le genre de choses qu'il faudrait continuer à apporter. Et si on pense au proto du CEDH, le fameux tournoi ricain avec 500 joueurs où il y avait quasiment que des Blue Farms, ça se trouve, ça aurait été le genre de deck métagamé contre cet environnement spécifique-là, où tu es quasiment sûr d'avoir 2 Blue Farms à chaque table. Mais là, effectivement, le souci, c'est dans un tournoi EDH plus varié, ben, l'objectif du deck correspond pas forcément au metagame plus global. Ouais, après, il y a 2 choses là-dedans. Il y a déjà le fait que, par exemple, bah, en ronde 1, je me retrouve contre 4 decks assez rapides, qui sont clairement pas des Blue Farm. En ronde 1, j'étais contre Magda, Vivi et Dargo Timna. Ah oui. Donc, on n'est pas contre 3 Blue Farm, clairement. Et c'était la première ronde. Et clairement, j'étais en mode, ah bah ouais, mon deck n'est pas fait pour gérer ce genre de situation. En fait, j'ai la win au tour 4, mais je suis seed 4 et la Vivi prend la win juste avant moi. En fait. J'avais la win protégée en fait juste après elle. Mais voilà. Et du coup, bah, la conclusion, c'est ouais, le deck est pas. Alors bon, c'est pas grave de perdre contre. Voilà, c'est pas le souci, mais ça fait s'interroger sur qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché. Et là, en l'occurrence, bah, c'est juste que tour 4, c'était trop lent, quoi. Ok. Il y a aussi des erreurs, bien sûr, de jeu personnel, mais et voilà. Et donc, comme du coup, c'est lent. Trop lent à mon sens pour être dans une optique où on va essayer de stick le Doomsday Excruciator le plus vite possible. Il faut se faire à l'idée qu'on va être dans une partie qui va durer un peu plus longtemps. Et du coup, il faut se donner les outils pour que ça dure un peu plus longtemps. Moi, c'est ce que je retiens de ce test ce week-end. Ouais. Alors, comment est-ce que tu donneras ce temps, justement? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, pardon, j'ai pas entendu. Comment est-ce que tu te donneras ce temps, justement? Qu'est-ce que tu en retires de ce tournoi et qu'est-ce que tu ferais de différent? Ouais, alors, pour moi, moi, ce que je retire là du tournoi à ce niveau-là, c'est que, c'est déjà ce que je pensais avant le tournoi, c'est que Araomi, c'est pas forcément le meilleur choix. Je pense que le commandant fait plein de choses très intéressantes, cependant, il est un peu overlook, je trouve. Il fait des choses très très fortes. Par exemple, bon, pour en parler rapidement, histoire de parler un peu rapidement d'autres choses que peut faire le commandant, bah, donner encore à un Gilded Drake, par exemple, c'est pas con. Tu voles 3 créatures à tes adversaires dès le TB. Voilà, c'est ça, c'est genre vol 3 à tes adversaires. Donner encore à Spellseeker, bah, c'est une win instantanée proposée, puisque c'est trois tutos de 3 instants de sorcellerie, donc forcément, c'est une proposition de win, hein, des fois même protégée. Et ensuite, bah, tu peux donner encore à vraiment des trucs un peu dégénérés, quoi, hein. Donc, notamment, il y a 2 Drake. Il y a notamment des cartes, si tu leur donnes encore, tu pioches 9 à 12 cartes. Par exemple, Floating Dreams ou Bera, voilà. Ou encore Inga, c'est un peu plus cher, mais c'est pareil, c'est de 9, voire 12 selon comment tu les joues.
Doty, si tu as joué ton Doty avant, qu'il a un peu volé des trucs, et qu'ensuite tu le claques pour utiliser un truc, et qu'ensuite tu le encore, tu as 4 sorts gratuits avec Doty. Solide. Euh, donc il y a pas mal de petits trucs comme ça. Il y a CDC qui est un tuto avec exploits. Bah, c'est pareil, c'est 3 tutos du coup, 3 tutos de absolument n'importe quoi. Donc il y a pas mal de petites choses sympas que le deck est capable de faire. J'y croyais pas tant que ça à Romy avant de la jouer, de la broue. Et ensuite, quand je l'ai joué et je l'ai brou, j'étais en mode genre non, en fait, c'est plus solide que ce que je pensais. Il y a vraiment quelque chose à regarder dans le pack. Par contre, comme on disait juste avant, euh, sur cette strat-là, je ne sais pas si ça peut peut-être il faut encore creuser, mais je ne sais pas si ça peut avoir les outils pour tenir jusqu'au tour où elle clôt la game avec Doomsday. Mhm. Surtout que les gens vont attendre, bien sûr, le Doomsday une fois que Ah le bah deck oui. est connu. Maintenant, c'est plus une Ils surprise. savent que c'est ils savent que c'est un des angles du deck. Et du coup, je n'ai pas d'avis, comment dire, setup dessus, mais je pense qu'il manque le blanc dans le deck. Et j'ai déjà pensé au commandant qui, à mon avis, fait l'affaire. J'en avais parlé, c'est Fris. Je pense que c'est Fris, elle a jamais été, comment dire, construite vraiment correctement. Le travail n'a pas été complètement fait sur ces Fris et il y a vraiment un truc à faire, notamment avec cette strat-là. Et j'ai testé avec du vert, mais en fait, le vert accélérait pas suffisamment. Le vert donnait pas les outils pour pour baisser sensiblement le nombre de tours, voire même les grosses sorties que j'avais faites avec Muldrota, au final, c'était que des sorties mono noires. Donc, il y a j'avais des idées un peu landfall avec le deck aussi. Mais c'est pareil, je ne suis pas persuadé que, d'une part, que c'est pas ça qui va donner les outils en early. Ça risque d'être un peu parasite et pas vraiment donner les outils pour survivre. Mhm. Et d'autre part, ça fait qu'on n'a pas vraiment, c'est ça, ça fait qu'on n'a pas vraiment d'interaction en début de partie. Donc le vert, j'y crois pas trop. Le rouge apporte pas vraiment, il n'y a pas vraiment de commandants qui m'ont parlé en rouge sur cette strat. Il y avait OBK, mais bon. En fait, un des risques avec Doomsday, c'est de se dire, je mets tout le monde avec 6 cartes et ensuite je survis. Mais en fait, ça c'est moustache, j'ai envie de dire. Enfin, c'est vachement, c'est C'est pas très une vraie risqué. stratégie parce qu'en fait, euh, déjà, mettre les gens à 6 cartes et ensuite survivre, bah, alors, souvent tu vas perdre time, juste, parce que bah, ça va aller le time. Et, voilà. Et puis même les gens, ils peuvent avoir plein de réponses en fait. Même s'il leur reste que 6 cartes, ils ont des cartes en main, ils peuvent avoir plein de réponses. Et c'est le meilleur coup à se dire, bah en fait, je survis 6 tours, mais non, en fait, c'est pas survivre 6 tours. Il faut être capable de clore la game immédiatement après, soit au même tour où on a cassé Doomsday, soit au tour d'après, quoi, en gros. Pendant que Yes. les gens sont encore en train de chercher des réponses. Du coup, pour moi, le rouge, ça va pas non plus. Les commandants en rouge qui pourraient faire ça vont pas non plus. Et surtout, pour moi, ce qui manque au deck, c'est des outils en blanc, à savoir certaines pièces de stacks qui seraient extrêmement impactantes dans ce deck pour ralentir un peu et pour justement viser les choses désagréables que le deck peut affronter, quoi. Ouais, comme Et quoi? les silences. Et les silences. Le fait, par exemple, d'empêcher les gens de lancer 2 sorts par tour, Ouais. des Rule of Law dans ce deck, par exemple, ça peut marcher vachement bien. Dranit dans ce deck, ça peut marcher très bien aussi. En plus, on a un deck qui veut. Alors, un des trucs aussi, c'est qu'on veut atteindre nos 9 mana noirs, nos 6 mana noirs, il y a plein de façons de le faire, mais une bonne façon de le faire, c'est les trésors. Mhm. À l'heure actuelle, les producteurs de trésors, il y a Ragavan en rouge, mais il y a surtout Loto et Tatarutaru en blanc. Smothering Qui pour Ties. moi sont les deux, voilà, et Smothering Tide, bien sûr, qui sont clairement les 3 cartes qui produisent les trésors à l'heure actuelle en blanc, et qui seraient des ajouts dans le deck qui seraient, à mon avis, beaucoup plus utiles que beaucoup de pièces qu'il y a à l'heure actuelle dans le deck Araomi. Et surtout, bah, il y a les silences, et notamment les créatures qui silencent. Euh, qui pour le coup deviennent extrêmement potentes, puisque bah, il suffit d'avoir mis un silence au tour d'avant, une créature qui silence, pour peu qu'elle n'ait pas été gérée, parce que pour X ou X raison, peu importe qu'elle l'ait été ou pas finalement, mais si elle n'a pas été gérée, derrière on repropose une créature et on finit quoi. Et surtout c'est une carte en fait. Le truc de Doomsday c'est que c'est une carte, c'est par rapport à Toracle où bah, il faut Thassa's Oracle et un moyen de vider sa librairie. Doomsday il va vider la librairie et derrière le deck se charge de faire le reste. Euh, et du coup, il n'y a pas besoin d'aller chercher 2 cartes et de les protéger par un silence qui fait 3 pièces, mais il y a juste besoin que de 2 cartes, à savoir un silence pour être vraiment tranquille et un Doomsday derrière.
Donc je pense que c'est vraiment ce qui manque. Le blanc, c'est vraiment ce qui manque au deck à l'heure actuelle. Donc si je devais le pousser, je ne sais pas si j'aurais le temps ou l'énergie, mais si je devais le pousser, je pense que ça serait un Cefris à terme. Mais Ok. c'est ma conclusion, c'est la conclusion que j'ai tirée du tournoi, mais c'était déjà un peu l'idée que j'en avais avant. Et le tournoi a confirmé ce que je pensais, quoi. Ok. Et donc, Cephris, c'est chaque fois qu'une créature va dans ton cimetière, une fois par tour maximum, tu venture into the dungeon, donc tu avances dans l'initiative. Et notamment, Pas quand tu forcément termines un. initiative, mais ouais. Ok, ouais. Et donc, quand tu termines un donjon, tu réanimes une créature avec la capacité de Cephris, donc potentiellement des trucs qui t'aideraient là-dessus dans ton plan de jeu. Ouais. Alors en fait, Cefris, ça a été, pour parler un peu rapidement de Cefris, c'est un deck qui a été pas mal joué il y a quelques temps, mais il était joué avec une liste Stax qui était portée par un ou deux joueurs qui tenaient vraiment à cette liste Stax. Mhm. Et elle a été un peu critiquée, et puis quand les gens sont finis par se rendre compte, ce qui était un peu évident, moi j'ai pas mal joué Cefris, que ça allait pas tenir sur le long terme la liste Stax, parce que c'était pas complètement cohérent. Le deck a été un peu abandonné alors que il y avait des listes qui tournaient qui étaient beaucoup plus sérieuses de mon point de vue et beaucoup plus taillées pour la méta, qui étaient beaucoup moins stacks, qui étaient Mhm. beaucoup plus engine. Et là, dans le cas présent, en fait, on est sur un deck qui meule, avec des outils où on peut se self-meul et meuler les autres. Cefris, tout ce qu'elle veut, c'est qu'il y ait des créatures qui touchent le cimetière. Donc quand on se meule, Cefris est très contente. Si on a des trucs qui peuvent toucher le cimetière à tous les tours, Cefris est ravi. Euh, et derrière, Cefris va ramener des trucs du cimetière qui peuvent être soit des pièces d'engin, soit des grosses cochonneries. Ça peut être très varié. Et je pense que ça, c'est un meilleur angle parce que, en fait, concrètement, moi, ce qui me. En fait, moi, mon constat dans cet angle excruciateur, c'est que, et c'est le cas dans beaucoup de decks, si ton plan de jeu, c'est de claquer tout ton mana pour aller vers ton excruciateur et d'avoir aucune ressource derrière pour gérer les autres, c'est très parasite. Et ça peut échouer de plein de façons différentes. Alors que si ton plan de jeu, c'est de te dédier au contrôle parce que ça fait partie de ton plan de jeu, et à un moment donné, tu casses Doomsday quand tu as la fenêtre, là, c'est beaucoup mieux. Et en fait, c'est ça l'intérêt de Cefris dans cette stratégie-là, en fait, c'est que Cefris peut, beaucoup plus que Araomi, juste se concentrer sur poser des cartes qui ont une grosse qualité de carte et qui impactent la game et qui contrôlent les tentatives de win adverse. Et juste Doomsday Ok. quand il a la fenêtre et qu'il a installé ses outils de stacks et de contrôle sur le board, quoi. Et donc, c'est ce qui te différencie d'un Lumra, par exemple. Là où Lumra va effectivement jouer des wincons qui passent soit par des créatures, soit qui sont des capacités, etc. Donc, qui vont être très difficiles à interagir pour un Blue Farm. Mais Lumra, même si Thomas qui joue Lumra nous prouve régulièrement que, bon, avec quelques landes bien placées, quelques sorts qui existent comme la Confluence Eldrazi, le deck arrive parfois à faire des interactions. Malgré tout, ça reste un deck qui est qualifié de parasite, c'est-à-dire qu'il est principalement concentré sur le fait de jouer son propre plan de jeu dur à interagir et pas interagir avec les autres. Donc s'il y a deux decks turbo à la table, Lumra a perdu. Parce que Lumra va gagner plutôt tour 3 ou tour 4 et les decks turbo vont gagner avant et il n'y aura pas assez de decks contrôle pour empêcher ces deux turbos de réussir à gagner. Donc toi justement tu te positionnes différemment là-dessus, tu as encore cette volonté d'inévitabilité et d'un deck avec lequel c'est dur d'interagir, mais contrairement à Lumra, tu te donnes des outils avec les contresorts et la stacks pour essayer de gagner du temps et surtout pas être parasite là-dessus. Donc tu vas pouvoir stopper potentiellement des win attempts early, pouvoir stopper des différents win attempts qui vont te laisser le temps à ton engine pour se développer. Tu mutualises ici tes pièces, c'est-à-dire que ta meule te sert aussi bien à finir les gens après le Doomsday Cruciator que à faire avancer ton propre plan de jeu pour faire de la value ou ramener des cochonneries. Et tout ça, à la fin, te crée une situation où tu as un engine qui est très fort, tu as un board state qui est difficile, avec lequel c'est difficile d'évoluer parce qu'il y a beaucoup de stacks. Tu as des pièces très fortes qui t'apportent une grosse value sur le long terme. Plus la partie avance, plus tu as de la value. Et tes wincons sont en plus très difficiles à interagir, très compactes ou très violentes là-dessus. Ouais, c'est exactement l'idée. En fait, c'était le constat initial, hein. C'était que pour contrer Blue Farm, l'idéal, c'est effectivement d'avoir des wins comme Menestrel ou Lumbra ou les wins Landfall, particulièrement, que je trouve qu'ils sont les meilleurs, hein. À la base, ce deck essayait de gagner aussi en Landfall, parce que c'est les wins qui sont les plus difficiles à interagir, effectivement. Et le problème, c'est que souvent, les decks qui proposent les wins Landfall, comme tu viens de le dire, c'est aussi des decks
pas tous, mais Israël un peu moins, mais Lumra typiquement qui interagissent assez peu. Et en fait, l'idée, c'est de résoudre l'équation générale. Hein, je pense qu'elle est solvable, hein, c'est ce que j'essaye de faire, qui est comment est-ce qu'on fait à la fois un deck qui est inévitable et aussi un deck qui peut interagir, qui n'est pas un deck parasite, qui peut interagir et qui arrive au tour où il devient inévitable sans souci, quoi. Ok, trop cool. Ben merci. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin par rapport à ton deck, à ta démarche, à ses frises ou un truc comme ça? Non, bah, moi je continue un peu. Moi, comme je dis, j'adore brew, donc je brew plein de trucs. Bon, après, j'ai aussi plein de trucs à faire dans la vie réelle, donc je sais pas si j'aurai le temps de continuer là-dessus, mais j'ai pris beaucoup de fun à Bruce Deck, à explorer un peu ces idées. S'il y a des gens qui veulent comment dire, tester ces angles-là, qui seront très probablement des meilleurs joueurs que moi, parce que moi je suis pas une très bonne joueuse de Magic. Je broue pas trop mal, mais je suis pas une bonne joueuse de Magic. Je partage mes tips avec grand plaisir et on peut en discuter sur le Discord de la communauté avec grand plaisir. Donc faut pas hésiter. Super, eh ben merci beaucoup. J'espère que ça va motiver et inspirer plein de gens à tenter des angles stratégiques et tenter des brews un peu cool, parce que c'est quand même assez spicy là-dessus. C'est un brew qui est complètement différent qu'on n'avait jamais vu, un angle différent qu'on n'avait jamais vu. Et moi, j'aime toujours beaucoup ça. Donc, merci beaucoup pour ta démarche et ta deck tech. Et Merci à toi. merci. Et merci à tous les viewers qui nous suivent et qui seront peut-être inspirés par ça. Et là-dessus, salut à tous et à bientôt peut-être sur CEDH France.